vous ne remarcherez plus jamais, avaient dit les médecins jusqu'à ce qu'une petite fille sans abri change tout. Je sais comment faire marcher votre fille de nouveau. La voix surgit de l'ombre d'une ruelle, stoppant net Alexandre Renaud. L'homme d'affaires de 45 ans serra instinctivement les poignets du fauteuil roulant de sa fille Sophia, comme si cette voix menaçait de la lui arracher. « Qui est là » demanda-t-il en scrutant l'obscurité. Une fillette émergea de la pénombre. Elle n'avait pas plus de 12 ans. Ses cheveux bouclés encadraient un visage fin, illuminé par des yeux profonds qui semblaient détenir un savoir bien plus grand que son âge. Elle portait des vêtements usés et ses pieds nus étaient couverts de poussière. « Je m'appelle Nia », dit-elle sans détourner le regard. « Et je peux aider votre fille. » Alexandre sentit Sophia bouger légèrement dans son fauteuil. Depuis l'accident qui avait brisé sa moelle épinière, 8 mois plus tôt, la fillette de 10 ans n'avait montré aucun intérêt pour quoi que ce soit. Les médecins avaient été formels, les dégâts étaient irréversibles. Elle ne marcherait plus jamais. « Écoute, je n'ai pas de temps à perdre avec des jeux, » répliqua sèchement Alexandre. « Allons-y, Sophia. » « Vous avez déjà dépensé 2 millions pour des traitements qui n'ont rien donné, » lança Nia. Alexandre se figea. « Vous avez consulté 17 spécialistes, subi 3 opérations, 2 aux États-Unis, 1 en Suisse. Aucune n'a fonctionné. »« Comment tu sais ça » murmura-t-il, saisi d'un frisson. Nia haussa les épaules. « Je sais beaucoup de choses. Je sais aussi qu'elle rêve chaque nuit qu'elle court, puis se réveille en larmes en réalisant que ce n'était qu'un rêve. » Sophia leva la tête, regardant la fillette avec une intensité qu'Alexandre n'avait pas vue depuis des mois. « Papa » murmura-t-elle d'une voix faible, « comment elle sait pour mes rêves ?» Alexandre regarda sa fille, puis la fillette. Quelque chose dans les yeux de Nia le troublait profondément. « Qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ?» Nia secoua la tête. « Je ne veux pas votre argent. Je veux aider. »« Comment » demanda-t-il, sceptique. « C'est une arnaque ? » ?»« Si c'en est une. » « Il y a 3 semaines, » l'interrompit Nia, « vous avez consulté le docteur Perrin. Il vous a parlé d'une thérapie expérimentale avec 0,1% de chance de succès. Mais vous avez refusé, trop de risques. » Alexandre pâlit. Cette conversation avait été strictement confidentielle. Seul lui, Sophia et le médecin étaient au courant. « Comment peux-tu savoir ça » murmura-t-il. « De la même manière que je sais comment faire marcher votre fille » répondit simplement Nia. « Mais vous devez me faire confiance. » Alexandre sentit tout le poids de ces 8 mois, les opérations, les diagnostics désespérants, les espoirs déçus. 8 mois à voir sa fille, autrefois si vive, sombrer dans le silence et la tristesse. « Et si je ne te fais pas confiance » demanda-t-il. Les yeux de Nia semblèrent vieillir de 100 ans en un instant. « Alors vous resterez tous les deux piégés. Elle, dans ce fauteuil. Et vous, en prison. » Alexandre fut comme frappé en plein cœur. La culpabilité ce monstre qui le hantait chaque nuit. C'était lui qui avait eu l'idée de ce voyage, de cette randonnée en montagne, tout ça pour se rapprocher d'elle. « Donne-moi une raison de te croire » la défia-t-il. Nia s'agenouilla pour être à hauteur de Sophia. Elle la regarda dans les yeux et, sans la toucher, lui demanda. « Tu ressens des picotements chaque matin, pas vrai ? Comme de petites étincelles qui remontent ta colonne jusqu'aux orteils. » Sophia ouvrit grand les yeux et acquiesça lentement. « Les médecins disent que ce sont des sensations fantômes » continua Nia. « Mais ce n'est pas le cas. C'est ton corps qui essaie de te parler. » Alexandre vit alors quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis 8 longs mois, une lueur d'espoir dans les yeux de sa fille. « Comment tu fais ça » demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Je ne peux pas vous l'expliquer » répondit Nia. « Je peux seulement vous le montrer. Mais ce doit être maintenant. Et vous devez venir seul, avec Sophia. » Tous les instincts protecteurs d'Alexandre hurlaient contre cette idée. Suivre une inconnue des rues avec sa fille vulnérable, c'était insensé. Mais en regardant Sophia, il vit quelque chose qui le fit hésiter.
Pour la première fois depuis des mois, une lueur de vie brillait dans ses yeux. « S'il te plaît, papa, » murmura Sophia. « Essayons. » Ce qu'Alexandre ignorait, c'est que Nia gardait en elle des secrets bien plus profonds qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Des secrets transmis à travers des générations de femmes guérisseuses, réduites au silence par l'histoire. Et le miracle qu'elle proposait avait un prix qu'aucune somme d'argent au monde ne pouvait couvrir, un prix qui allait bouleverser à jamais la vie de tous ceux qui y prendraient part. Si cette histoire d'espoir contre toute attente vous a touché, abonnez-vous pour découvrir comment une fillette ignorée par le monde entier est devenue la clé d'un miracle que la médecine moderne était incapable d'accomplir. Alexandre poussa le fauteuil roulant de Sophia à travers de petites ruelles qu'il n'aurait jamais soupçonnées, suivant Nia dans un dédale de rues oubliées. Après 20 minutes de marche, ils arrivèrent devant un vieil entrepôt qui semblait abandonné. À l'intérieur, le contraste était saisissant, un espace propre et ordonné, avec des étagères remplies de fioles contenant des herbes et des liquides colorés. Au centre, une simple table en bois. « Pose-la sur la table, » dit Nia en allumant quelques bougies. « Attendez, » l'interrompit Alexandre. « J'ai besoin de savoir exactement ce que vous comptez faire à ma fille. » La porte s'ouvrit. Une femme grande entra, avec la même peau sombre que Nia, mais marquée d'une profonde cicatrice allant de la tempe au menton. « C'est lui ?» demanda-t-elle. « Oui, tante Sora » répondit Nia. « Je suis Sora, infirmière à l'hôpital central et tutrice de Nia » dit-elle en lui tendant la main. « Tu dois être Alexandre Renaud. » Alexandre fronça les sourcils. « Alors vous devez savoir que c'est impossible. » Sora sourit et releva légèrement le bas de son pantalon, dévoilant une prothèse. « C'est ce qu'ils ont dit de ma jambe après l'accident. Les médecins m'avaient assuré que je ne marcherais plus jamais sans béquille. » Le scepticisme d'Alexandre vacilla. « Comment ? Il existe des savoirs que l'argent ne peut acheter, monsieur Renaud, » expliqua Sora. « Des connaissances effacées, brûlées sur des bûchers ou tournées en ridicule pendant des siècles. » Nia s'approcha de Sophia. « Je peux ?» demanda-t-elle en désignant son genou. Après un instant d'hésitation, Sophia acquiesça. Nia posa la main sur le genou de la fillette et ferma les yeux, restant immobile pendant presque une minute. « Les cellules sont engourdies, pas mortes, » dit-elle enfin. « Et il y a une mémoire musculaire. Bien plus que ce que les médecins imaginent. » Sora sortit un flacon ambré. « Ce mélange va aider à réduire l'inflammation autour de la blessure. Ce sont des plantes médicinales et autre chose que notre famille préserve depuis des générations. » « Vous êtes donc des guérisseurs ?» demanda Alexandre. « Appelez-nous les gardiens d'un savoir que la médecine moderne commence à peine à redécouvrir. Pourquoi ne travaillez-vous pas à l'hôpital? Pourquoi vivez-vous caché ?» Sora effleura sa cicatrice. « Nous avons essayé. En 2018, j'ai présenté certaines techniques à des chercheurs universitaires. D'abord, ils ont ri. Puis, ils ont tenté de voler nos formules pour les breveter et les vendre. » Elle laissa sa phrase en suspens, désignant sa cicatrice comme preuve que ce n'était pas un simple accident. Nia examinait Sophia en touchant différents points de sa colonne vertébrale. « Ici » dit-elle en désignant un endroit précis. « C'est par là que nous allons commencer. » Alexandre regardait, hypnotisé. Aucun spécialiste n'avait jamais localisé un point précis pour initier un traitement. « Ce sera 3 semaines, tous les jours, pendant 2 heures, » expliqua Sora. « Combien allez-vous facturer ?» demanda Alexandre en sortant son portefeuille. « Nous ne voulons pas de ton argent, » répondit Sora. « Mais il y a un prix. » Elle ouvrit un vieux dossier contenant des documents pour créer une fondation de recherche indépendante, avec des protocoles visant à protéger les savoirs traditionnels. « Je veux que tu aides à protéger un héritage, » expliqua-t-elle. « Pour que d'autres enfants n'aient plus à vivre dans la rue, porteurs d'un savoir capable de sauver des vies. » Alors qu'Alexandre lisait les documents, Sophia poussa un cri. « Papa! J'ai senti mon pied. Mon gros orteil a bougé. » Alexandre laissa tomber les papiers. C'était vrai. Le gros orteil de Sophia bougeait légèrement. C'était son premier mouvement volontaire en 8 mois.
Son visage s'emplit de larmes. Ce n'est que le début, dit Sora. Mais nous avons besoin de ta parole. Quand Sophia sera guérie, tu tiendras ta promesse. Alexandre regarda sa fille, dont le visage rayonnait d'espoir. Puis il regarda Nia, une enfant des rues, détentrice d'un savoir que même les meilleurs neurochirurgiens ignoraient. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il enfin. « Pourquoi ma fille ?»« Parce que tu as le pouvoir de changer les choses, » répondit Nia. Ses yeux le transperçaient. « Et parce que ta fille a le cœur assez pur pour comprendre que ce don ne lui appartient pas uniquement. » Dans le bureau du docteur Petro, à des kilomètres de là, une conversation confidentielle était en cours. « Oui. Monsieur, je crois que Renaud a recours à des alternatives peu conventionnelles, s'il est impliqué avec ces femmes. » Une pause. « Compris. Nous allons surveiller la situation. » Dans l'entrepôt, Sophia pouvait déjà bouger 3 orteils de son pied droit. Chaque mouvement était petit, tremblant, mais pour une fillette déclarée paralysée à vie, c'était comme déplacer des montagnes. « Comment est-ce possible ?» murmura Alexandre. « Parce que la médecine n'est pas seulement une science, » répondit Nia en ajustant une compresse, « c'est aussi un art. Vous avez érigé des monuments avec vos connaissances, tandis que nous avons conservé les nôtres, même dans l'ombre. » Alexandre commençait à comprendre qu'il existait des mondes entiers de savoir que son argent ne pourrait jamais acheter, mais que son influence pourrait protéger. Ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est qu'en acceptant d'aider Nia et Sora, il affrontait des forces bien plus puissantes, des forces qui gagnaient des milliards en maintenant des personnes comme Sophia dépendantes de traitements qui soulagent les symptômes, mais ne guérissent jamais vraiment. 2 semaines plus tard, le docteur Petro déambulait précipitamment dans les couloirs de l'hôpital central. 17 patients atteints de lésions médulaires avaient annulé leur traitement au cours du dernier mois. 17. Tous étaient des patients de longue date, dépendants de médicaments coûteux apportant un léger soulagement, sans jamais les guérir. Des nouvelles concernant la localisation de la fille Renaud, demanda-t-il en entrant dans son bureau, où un homme en costume l'attendait. Nos agents l'ont perdu il y a 3 jours, répondit Laurent Garnier, représentant de Neurovie, le plus grand fabricant de médicaments pour les lésions neurologiques. Mais nous avons du nouveau. L'infirmière Sora ne s'est pas présentée à son poste il y a 1 semaine. Le docteur Petro pâlit. Sora est impliquée. Il semblerait. Et ce n'est pas tout. Garnier fit glisser une tablette sur la table. Alexandre Ray a enregistré une fondation et l'initiative pour la médecine intégrative avec un fonds de départ de 50 millions. Sur la tablette, des vidéos de surveillance montraient Alexandre entrant et sortant d'un immeuble commercial récemment acquis. Sur l'une des vidéos, il poussait Sophia dans son fauteuil roulant. Sur la suivante, 3 jours plus tard, la fillette marchait d'un pas hésitant aux côtés de son père, ne s'aidant que d'une canne. « Impossible », murmura Perrin. Sa lésion était irréversible. On dirait que non. Garnier revint à la tablette. Nos actionnaires sont inquiets, docteur. Très inquiets. Le marché du traitement des lésions médulaires pèse 13 milliards par an. Si ces méthodes alternatives se répandent, que suggérez-vous? Le conseil d'administration a autorisé des mesures extraordinaires. Nous avons besoin de cet enfant et de toute formule ou méthode utilisée. Pendant ce temps, dans le nouvel immeuble de l'initiative NIA, Sophia faisait les 100 pas dans la pièce, ne s'appuyant que sur sa canne. Ses pas restaient hésitants, mais l'amélioration était indéniable. Incroyable, murmura le docteur Ramière, un neurologue indépendant qu'Alexandre avait invité à documenter les progrès. En 20 ans de pratique, il n'avait jamais vu une telle récupération. Sora ajusta la compresse d'herbe à la base de la colonne vertébrale de Sophia. Ce n'est que le début. Dans 1 semaine, elle n'aura plus besoin de la canne. Alexandre observait la scène avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. Ces derniers jours, il avait remarqué des voitures inconnues garées devant le bâtiment et les tentatives de piratage de son système de sécurité s'étaient multipliées par 3. Ils le savent déjà, n'est-ce pas, demanda-t-il à Sora lorsqu'ils furent seuls. Oui, ils le savent, confirma-t-elle. Et ils ne sont pas contents?
J'ai les documents que tu m'as demandés, dit Alexandre en lui tendant un dossier. Brevet déposé à ton nom et au nom du Delphine. La fondation a désormais une existence juridique, et 3 universités ont accepté de collaborer aux recherches. Sora sourit. Tu travailles vite. Quand ma fille est devenue paralysée, j'ai offert des millions pour une guérison. Aujourd'hui, je comprends que les connaissances que vous détenez valent bien plus. Une alarme discrète retentit sur le téléphone d'Alexandre. Intrusion détectée, annonça la voix électronique. Périmètre est. Ils sont arrivés plus tôt que prévu, dit Sora, sans paraître surprise. Alexandre tapa rapidement sur son téléphone. Protocole de sécurité activé. Nous devons aller dans la salle sécurisée. Non, intervint Nia en entrant dans la pièce. En 15 jours, la fillette avait changé. Elle portait des vêtements propres, avait repris du poids, mais ses yeux gardaient cette même profondeur mystérieuse. Nous devons leur faire face. C'est bien trop dangereux, protesta Alexandre. Tu as confiance en moi, demanda Nia. Comment as-tu fait pour ramener Sophia parmi nous? Sur le parking de l'immeuble, 3 fourgonnettes noires s'arrêtèrent. Des hommes en costume en descendirent, menés par Laurent Garnier et le docteur Perrin. Monsieur Garnier, salua Alexandre en apparaissant à l'entrée principale. Docteur Perrin. Quelle surprise. Monsieur Renaud, répondit Garnier avec un sourire forcé. Nous avons un mandat judiciaire pour enquêter sur des pratiques médicales non autorisées dans ce centre. Vraiment, demanda Alexandre, l'air sincèrement intrigué. Puis-je le voir? Garnier lui tendit un document. Alexandre l'examina avec attention. Intéressant, délivré par le juge Carrel. Le même juge qui détient 18% des parts de Neurovie via des sociétés offshore aux îles Caïmans. Le visage de Garnier se durcit. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment? Alexandre sourit. Peut-être que les enregistrements des réunions du conseil d'administration de Neurovie, où l'on discute de la suppression des traitements alternatifs pour préserver les profits des médicaments palliatifs, raviveront votre mémoire. Impossible, s'exclama Perrin. Ces réunions sont confidentielles. Les gens parlent beaucoup quand ils croient que personne ne les écoute, intervint Sora en sortant du bâtiment. Les infirmières sont pratiquement invisibles aux yeux des médecins et des dirigeants, surtout les infirmières avec des cicatrices. Garnier s'avança d'un air menaçant. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Au contraire, répondit calmement Alexandre. Nous savons exactement qui vous êtes. Et au cas où vous vous poseriez la question, cette conversation est actuellement retransmise en direct sur 3 chaînes de télévision, dans 15 journaux et au bureau du procureur général. Les caméras de sécurité de l'immeuble pivotèrent pour braquer leur objectif sur le groupe. De la supercherie, murmura Garnier, bien que des gouttes de sueur perlèrent à son front. Je ne pense pas qu'il bluffe, dit Perrin en reculant d'un pas. Son fils est à la tête de la plus grande entreprise technologique du pays. Exactement, confirma Alexandre. Et j'utilise toutes les ressources à ma disposition pour protéger ce que Nia et Sora ont construit. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas, dit Nia en s'approchant davantage. Il ne s'agit pas seulement de Sophia ou d'argent. Et de quoi s'agit-il alors, demanda Garnier, avec mépris. De justice, répondit Nia. Pour des générations de femmes dont les savoirs ont été volés, ridiculisés, voire bien pire. Alexandre appuya sur un bouton de son téléphone. Un documentaire apparut sur les écrans à travers toute la ville. Il montrait des femmes persécutées pendant des siècles pour leurs connaissances médicales. Il exposait des formules identiques à celles de Nia, brevetées par de grandes firmes pharmaceutiques des décennies plus tard. Et il dévoilait, avec une clarté accablante, le docteur Perrin recevant des millions en paiements occultes pour discréditer les traitements alternatifs. Cela va te ruiner, siffla Garnier à Alexandre. Nous avons des avocats, des politiciens, des juges. Moi aussi, répliqua Alexandre. Mais la différence, c'est que je ne cherche pas à empêcher les guérisons. J'essaie de les rendre accessibles. Pendant qu'il parlait,
une foule commençait à se former. Des patients en fauteuil roulant, des proches de blessés, des curieux, tous observaient la confrontation. « Quelle est ta proposition ?» demanda enfin Garnier, conscient de sa défaite. Alexandre sourit. Neurovie peut faire partie de la solution. Plutôt que de lutter contre, collaborez. Plutôt que de concurrencer, unissez vos forces. Vos scientifiques travailleront avec l'IA et Sora pour comprendre et améliorer les traitements, et vous veillerez à ce que la méthode soit accessible à tous, pas seulement aux riches. Et si nous refusons? Ce fut Sophia qui répondit, sortant du bâtiment d'un pas encore hésitant mais résolu. Alors nous irons directement vers le public. Et croyez-moi, l'histoire d'un enfant condamné à ne plus jamais marcher, guéri par une jeune fille vagabonde rejetée par la médecine traditionnelle, eh bien, les actionnaires de Neurovie n'en seront pas ravis. Garnier regarda Perrin, qui acquiesça, résigné. Parlons-en, dit simplement Garnier. Lorsque les fourgons noirs s'éloignèrent et que la foule se dispersa, Nia s'approcha d'Alexandre. « Comment savais-tu qu'il viendrait aujourd'hui ?» Alexandre sourit mystérieusement. « Disons que moi aussi, j'ai mes secrets. » Ce que personne ne remarqua à cet instant de victoire apparente, ce fut le regard échangé entre Sora et Nia, un regard porteur d'un savoir bien plus ancien et profond que quiconque aurait pu imaginer. Un savoir qui ne visait pas seulement à guérir des blessures, mais à corriger un déséquilibre persistant depuis des siècles dans la manière dont la société perçoit la guérison et ceux qui la pratiquent. Et tandis que se répandait la nouvelle de la guérison miraculeuse de Sophia, dans des centaines de ruelles, d'hôpitaux et de foyers à travers le monde, des personnes marginalisées possédant un savoir similaire commencèrent à sortir de l'ombre, prêtes pour un monde enfin disposé à les écouter. 3 mois plus tard, l'auditorium de l'université centrale était plein à craquer. Sur scène, Sophie Renaud marchait sans canne, partageant le pupitre avec Nia et Sora. Derrière elle, une bannière affichait « Initiative Nia, savoirs ancestraux et médecine moderne, une nouvelle ère ». « Je m'appelle Sophie Renaud », commença la fillette de 10 ans, d'une voix claire qui résonna dans le micro. « Il y a 1 an, on m'a déclaré paralysée à vie. Aujourd'hui, je suis ici grâce à un savoir qui avait presque disparu à jamais. » Au premier rang, Alexandre observait avec fierté. À ses côtés, de manière surprenante, se tenait Laurent Garnier, désormais ex-PDG de Neurovie. Ce qui a commencé comme un affrontement est devenu une collaboration sans précédent, poursuivit Sophia. L'initiative Nia travaille désormais avec 5 hôpitaux, 3 universités et, oui, même avec Neurovie. Dans les mois suivant l'affrontement, l'histoire de Nia et Sophia fit le tour du monde. La vidéo d'Alexandre révélant les pratiques de Neurovie déclencha un scandale qui secoua l'industrie pharmaceutique. Des enquêtes révélèrent plus de 2 décennies de suppression délibérée de traitements alternatifs efficaces. Mais plutôt que de faire tomber complètement l'entreprise, Alexandre proposa une transformation. Le conseil d'administration de Neurovie, sous la pression des actionnaires et de l'opinion publique, n'eut d'autre choix que de remplacer Garnier et de conclure un partenariat avec l'initiative Nia. Le savoir n'a jamais appartenu à un seul groupe, expliqua Sora en prenant le micro. Pendant des siècles, des femmes comme ma grand-mère ont protégé des connaissances que la science commence à peine à redécouvrir. Nous ne cherchons pas à remplacer la médecine moderne, mais à la compléter. La cicatrice sur son visage, autrefois dissimulée, était désormais visible de tous, un rappel du prix qu'elle avait payé pour avoir défié le système. Dans le public, des dizaines d'enfants en fauteuil roulant attendaient avec espoir. L'initiative Nia avait mis en place un programme de traitement gratuit, priorisant les patients sans ressources tout en développant des protocoles de recherche pour documenter et valider scientifiquement ces méthodes. Quant au docteur Perrin, poursuivit Sora, il coopère avec les autorités en échange d'une peine réduite. Ces aveux ont révélé un réseau de médecins payés pour discréditer les traitements alternatifs. Quand ce fut le tour de Nia de parler, l'auditorium se fit complètement silencieux. La fillette, vêtue désormais de vêtements simples mais propres, ne ressemblait plus à une enfant des rues. Elle ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, une gardienne de savoirs ancestraux. Ma grand-mère disait que la vraie guérison vient lorsque l'on respecte tous les chemins de la connaissance, déclara-t-elle.
Quand on met de côté les préjugés et les profits, et que l'on se rappelle pourquoi la médecine existe, pour soulager la souffrance. Alexandre monta sur scène pour le discours de clôture. Quand ma fille est devenue paralysée, j'ai dépensé des millions à chercher un remède. Je l'ai trouvé chez une enfant que la société avait rejetée. Il sourit à Anya. Aujourd'hui, nous annonçons que l'initiative Enya a reçu l'approbation pour ses premiers essais cliniques officiels et, plus important encore, que tous les savoirs développés seront accessibles au public jamais breveté, jamais restreint. Au fond de la salle, le docteur Ramière, neurologue sceptique et témoin de la guérison de Sophia, discutait avec animation avec d'autres médecins. C'est comme redécouvrir la élixir oubliée, commenta Théil. Sauf que ce savoir a toujours été là, caché à la vue de tous. Après la présentation, Nia et Sophia s'assirent sur les marches de l'auditorium, observant la foule se disperser. « Tu ne m'as jamais dit » lança Sophia. « Comment savais-tu pour mes rêves, ce premier jour ?» Nia sourit, mystérieuse. « Il y a des choses que la science ne peut pas encore expliquer. »« Tu crois qu'un jour, ils comprendront ?» demanda Sophia. « Peut-être bien. Mais d'ici là, nous continuerons à soigner les gens, qu'ils comprennent ou non. » Alors qu'elle quittait l'auditorium, une vieille femme en fauteuil roulant s'arrêta à leur hauteur. « Vous êtes les filles miracles, dit-elle, les larmes aux yeux. J'ai passé 50 ans dans ce fauteuil. Il est trop tard pour moi. » Nia lui prit la main ridée. « Le savoir appartient à tous, répondit-elle simplement. La guérison aussi. Le plus grand miracle ne fut pas seulement la guérison de Sophia, mais la manière dont une enfant sans abri transforma tout un système. Alors que les institutions médicales tentaient de comprendre les méthodes de Enya, des milliers de marginalisés à travers le monde commencèrent à partager des savoirs similaires transmis de génération en génération. Une révolution silencieuse venait de commencer. Ce jour-là, dans la ruelle, se rappellera plus tard Alexandre. Je pensais suivre un enfant des rues, dans un moment de désespoir. En réalité, on me guidait vers un avenir plus juste, où le savoir n'a pas de propriétaire, et où la guérison n'a pas de prix. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants qui montrent comment les personnes les plus improbables peuvent transformer le monde. Car au fond, la sagesse la plus puissante vient parfois des voies que nous avons appris à ignorer.